tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures dont ils sont les faits saillants. Le chef de l'État a lancé le colloque national sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement. C'était ce matin au Palais du Peuple. En Jordanie, cette fois, une attaque sur un site touristique dans la ville de Karak fait au moins 9 morts. Bonjour à tous. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a parrainé ce matin au Palais du Peuple la cérémonie de lancement des travaux du colloque national sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement, la formation et le recyclage permanent des enseignants. Cette cérémonie a regroupé d'importantes personnalités, parmi lesquelles la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haid, le premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed et le ministre de l'Éducation nationale, M. Mustafa Mohamed Mahmoud. Suivant ce commentaire de Samtar Saïd. Le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a parrainé aujourd'hui au Palais du Peuple la cérémonie du travaux du colloque national sur l'amélioration de nos enseignements apprentissages. Cette cérémonie a regroupé d'importantes personnalités, parmi lesquelles la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haid, le premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, et le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, M. Mustafa Mohamed Mahmoud. L'événement a également vu la présence des membres du gouvernement et du Parlement, ainsi que des personnalités civiles et militaires. Organisé par le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, ce colloque a pour objectif de se pencher autour de la problématique de nos enseignements et apprentissages. Il permettra aux participants, durant la durée du colloque, de confronter leurs idées en vue de formuler des recommandations pour améliorer la qualité de nos enseignements et apprentissages. Quelques 150 participants composés du monde éducatif, des représentants du peuple, de la société civile, des représentants des différents départements ministériels étaient présents et débattront durant 3 jours. Sans oublier que pas moins de 4 experts, dont 3 Djiboutiens, vont diriger ces travaux thématiques qui est à l'ordre du jour. Enfin, il faut rappeler que ce colloque et les consultations populaires qui les ont précédés s'intègrent dans la dynamique des États généraux initiés en décembre 1999 par le président de la République, qui a voulu encore une fois déclencher un débat et une réflexion autour de notre école en perpétuelle mutation. Ceci dans le but de relever davantage le niveau scolaire de nos enfants dans un monde globalisé et en compétition permanente. Suivant à présent cette réaction d'un parent d'élève et d'un professeur sur le lancement de ce colloque. Avant toute chose, je voudrais remercier Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle qui, à travers lui, le président de la République, son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh, d'avoir mis en place ces débats où nous, les élèves, nous avons pu enfin prendre la parole pour nous exprimer et dire tout haut tout ce que l'on pensait tout bas. Je vous avoue qu'au début des consultations en classe, nous étions hésitants, car on n'y croyait pas trop. Nous étions persuadés que nos idées ne seraient pas prises au sérieux, que nos réflexions ne seraient pas entendues, mais nous avons vite été rassurés quand nous avons compris que nous étions non seulement libres de parler, mais qu'en plus nos doléances et nos propositions seraient entendues. Nous avons eu la chance de vivre et de participer à un événement extraordinaire, le jeudi 8 décembre 2016, qui a eu lieu dans toutes les écoles, collèges et lycées de la République. Il s'agissait d'une consultation organisée par le MENFOP, présentée sous la forme de discussions-débats entre les parents, les enseignants et les chefs d'établissement et élèves.
nous avons été interpellés sur une question fondamentale qui nous concerne tous. L'amélioration de la qualité des enseignements et apprentissages de nos enfants. Cette consultation nationale a été un moment d'échange et de réflexion unique, puisqu'elle a réuni dans nos établissements scolaires les parents pour qui l'événement est déterminant pour l'avenir de leurs enfants, mais aussi pour la communauté éducative dans l'ensemble de la société civile. Moment unique également, car les débats orientés à partir des questions pertinentes ont été constructifs et se sont déroulés en toute transparence dans une ambiance conviviale. Le secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mayoub, a expliqué les objectifs et finalités de ce colloque. Nous l'écoutons. Le président de la République, dans son discours lors de la cérémonie de la journée des enseignants, avait dit, et je le cite, « Notre école a certes réalisé ces dernières années des efforts louables, mais il reste beaucoup à faire, notamment en ce qui concerne l'amélioration de la qualité. » Donc, c'est une invitation, c'est une orientation à la réflexion et surtout à l'action en matière de qualité d'éducation, en matière de qualité des enseignements apprentissages. Ensuite, il y a eu des attentes nationales, des attentes sociétales pour cette question de qualité. Dès qu'on soulève la question de qualité, tout le monde, quelle que soit la société, quelles que soient les personnes, tout le monde y transfère ses représentations. Tout le monde donne une définition à cette qualité. De la plus simple définition, c'est-à-dire apprendre à lire, à compter, à écrire, jusqu'à la plus complexe, développer ou promouvoir un citoyen épanoui et inséré dans sa société et acteur du développement. Suivant à présent l'intervention du ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Mohamed Mahmoud, à ce colloque. Conformément à la feuille de route tracée par son Excellence, le Président de la République, le ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a pris l'initiative d'organiser ce colloque ayant pour finalité de rehausser la qualité des enseignements apprentissages. Le Président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, s'est fortement engagé dès son investiture à la magistrature suprême à réformer les systèmes éducatifs en vue de l'améliorer significativement. C'est ainsi que les États généraux qu'il a impulsés en décembre 1999 ont permis de définir le cadre et l'esprit de la nouvelle école djiboutienne tendant vers l'accès, l'équité et la qualité. Et depuis, le système éducatif a enregistré d'appréciables résultats qui indiquent que le pays est en bonne voie d'atteindre les objectifs d'universalisation de l'enseignement fondamental. Ainsi, l'augmentation des ressources allouées au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, la politique du livre très avantageuse, la professionnalisation des personnels, la révalorisation des enseignants et l'introduction des TIS sont autant d'atouts qui ont largement contribué à la mise en œuvre de la réforme de l'école djiboutienne. Cependant, force est de constater que la problématique de la qualité est plus large, plus complexe et couvre tous les niveaux du système éducatif. En effet, la qualité des enseignements apprentissages, la performance des élèves, le renforcement d'outils de gestion basés sur l'approche GAR, gestion axée sur les résultats, sont autant d'éléments à améliorer en vue du perfectionnement du système et de la qualité des enseignements apprentissages. Dans son allocution, le président de la République qui a ouvert ce colloque s'est réjoui de cette noble initiative en vue de l'importance que revêt l'éducation de qualité dans notre pays. Je tiens à féliciter les organisateurs de ce colloque sur la finalité de notre système éducatif. Cette initiative d'aujourd'hui se situe évidemment dans la lignée et le prolongement des États généraux de l'éducation nationale
de 1999. En effet, le gouvernement, conscient des enjeux de l'éducation et de l'apprentissage dans la marche en avant de notre société, a toujours œuvré pour inscrire le développement de ce secteur comme objectif prioritaire dans ses engagements politiques, car on ne saurait concevoir l'avenir d'un peuple sans investir dans ce qui constitue sa richesse essentielle, son capital humain. C'est dans cette optique que je mesure avec vous aujourd'hui l'intérêt d'une réflexion qui touche en fin de compte au profil des hommes et des femmes qui vont faire progresser notre pays. À cet égard, je me réjouis de voir la mobilisation de tous les acteurs, parents, enseignants, pédagogues et sociétés civiles qui doivent travailler en synergie afin de construire ensemble une école inclusive de qualité. Mesdames et messieurs, certes beaucoup a été fait depuis les États généraux, tout d'abord en nous débarrassant d'une école élitiste héritée de l'époque coloniale, mais aussi en termes d'accès, d'équité ou d'amélioration des conditions de travail. Cependant, ces acquis ne nous dispensent pas d'une réflexion sur l'évolution de notre école, sur ses critères de performance et sur son adéquation avec les valeurs de notre société. Ce sont là des interrogations légitimes, car dans un monde en perpétuelle mutation, l'enseignement ne peut pas se permettre de rester figé, aussi bien dans sa méthode que dans ses contenus. C'est ainsi que nous pourrons déplacer le curseur sur un enseignement de qualité, respectueux de l'élève en apprentissage et du citoyen en devenir. C'est exclusivement en ayant en ligne de mire ces deux objectifs qu'il nous faut explorer le maximum de pistes possibles et les pratiques pédagogiques les plus innovantes. Il est impératif, mesdames et messieurs, de garder à l'esprit que l'école de qualité d'aujourd'hui et de demain n'obéit pas aux mêmes critères d'éligibilité que l'école de qualité d'hier. La question n'est pas de se lamenter ou d'être nostalgique. La réponse n'est pas non plus de juger une époque par rapport à une autre et d'établir ainsi des tableaux d'honneur ou de déshonneur. L'école de qualité que nous appelons de tous nos voeux doit échapper aux querelles des chapelles ou à la confrontation des idéologies. Privilégions une philosophie d'apprentissage pragmatique, ancrée dans les valeurs citoyennes et en conformité non seulement avec notre devise nationale d'unité, d'égalité et de paix, mais également avec notre vision de développement qui ne saurait, à mon sens, se réaliser sans une politique industrielle appropriée. En effet, un des principaux moteurs de la transformation structurelle économique d'un pays est la promotion d'une industrialisation inclusive et durable, destinée à lutter contre le chômage. À l'instar des pays de la région, notre pays, qui dispose déjà d'un potentiel de production industrielle à travers la jeunesse de sa population, s'est engagé dans une politique industrielle. C'est pourquoi je souhaiterais, à cet égard, vous voir inclure dans vos réflexions la préparation des différents profils et l'orientation de nos jeunes vers des études et domaines techniques et technologiques nous permettant de réussir le challenge de l'industrialisation. Je vous remercie de votre attention. Et vive la République, vive Djibouti, assalamu alaikum wa rahmatullah. Et dès l'ouverture de ce colloque prévu pour durer 3 jours, de nombreux participants ont voulu réagir et faire entendre leur point de vue sur les antennes de la RTD. L'objectif est grand, l'objectif est double. L'éducation nationale est en train de vivre, je dirais, un grand moment de son histoire. Après les États généraux, il y a 17 ans, là,
le peuple de Djibouti, je dirais la population entière de Djibouti, les acteurs de l'éducation nationale, la société civile, les parents d'élèves sont appelés par le président de la République pour réfléchir encore une nouvelle fois, 17 ans après les États généraux, pour s'arrêter après 17 ans et pour se poser la question de se dire est-ce que tout marche bien dans notre école? Est-ce que notre école se porte bien? Donc c'est ça la réflexion. Et nous attendons beaucoup de ces colloques parce que nous attendons une nouvelle orientation. Nous attendons qu'il y ait des recommandations qui émanent des différents acteurs que je viens de citer et lesquelles recommandations feront l'objet de futurs plans. Et dans le reste de l'actualité, à l'Assemblée nationale, une conférence des présidents des groupes parlementaires et des présidents des commissions a lieu ce matin, présidée par Mohamed Ali Hamed. La séance de travail a vu la participation de 2 vice-présidents, des présidents des groupes parlementaires du RPP et du FRUD, des présidents des commissions permanentes et des rapporteurs généraux du budget du Parlement. Lors de cette conférence, le gouvernement était représenté par le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed, ministre de la Défense et chargé des relations avec le Parlement Ali Hassan Badon. Les ténors du Parlement et le Premier ministre ont retenu la date du lundi 26 décembre 2016 pour l'organisation de la prochaine séance plénière de l'Assemblée nationale. Les participants de cette rencontre ont fixé également l'agenda de cette séance publique qui comprendra diverses dispositions importantes, citant notamment le projet de loi portant statut de réfugiés en République de Djibouti, le projet de loi portant réorganisation des secrétariats d'État chargés des affaires sociales, le projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'ONEAD pour l'exercice 2014, le projet de loi relatif à l'organisation du ministère délégué auprès du ministère de l'Intérieur chargé de la décentralisation. Les intervenants ont convenu également de soumettre à l'approbation des élus nationaux lors de cette prochaine séance plénière le projet de budget de l'État pour l'exercice 2017. D'ailleurs, la Commission de finances, de l'économie et des plans a examiné aujourd'hui la seconde journée consécutive du projet de budget de l'exercice pour l'exercice 2017. Le gouvernement a été représenté par le ministre du budget Bodé Ahmed Roblé, accompagné des hauts responsables de son département ministériel. Lors des travaux de la commission des finances aujourd'hui, il a été question de la composante dépenses du budget. À l'issue d'un débat constructif, les 2 parties ont convenu de poursuivre leurs travaux en commission mercredi prochain. Et direction cette fois Tadjoura, dans un élan de solidarité, la députée Ouma Mohamed Hamid et Madame la députée Fatouma Mohamed Kamil ont procédé samedi à la distribution de matériel au profit d'une association de la Ville Blanche œuvrant dans le domaine de l'environnement. Ce don se compose de brouettes, des pelles, de râteaux, de gilets, de gants, des sacs poubelles, des masques de protection. Ce don a été offert au nom de l'Assemblée nationale. L'Assemblée a voulu témoigner par cette initiative son encouragement suite aux actions que mène cette association présidée par Mme Madina Saleh en mettant à leur disposition ces quelques matériels. La députée donc a incité les associations de la région à œuvrer pour le bien communautaire qui est un devoir pour chaque natif de la région. Au box cette fois, pour faire face à ce problème de violence à l'égard des femmes, l'UNFD en collaboration avec le HCR, le Haut Commissariat des réfugiés, en collaboration avec des organisations locales, mais également des représentants des réfugiés et des points focaux, ont élaboré conjointement une procédure opérationnelle standard afin de faciliter la coordination des actions de prévention et de réponse face aux violences faites aux femmes, notamment les agressions sexuelles. Ayant un accès plus limité à l'information concernant les services de prévention et de réponse disponibles au sein des camps des réfugiés, le bureau du HCR et l'UNFD mènent des efforts afin de mieux sensibiliser les réfugiés sur leurs droits. L'on cherche en outre une meilleure dissémination de l'information.
Et de là, nous passons à l'actualité. À travers le monde, en Jordanie, une attaque contre un site touristique de la ville de Karak fait au moins 9 morts. Dans cette citadelle du sud de la Jordanie, plusieurs touristes pris au piège à l'intérieur du site ont été libérés. 9 morts, dont une touriste canadienne, 3 civils jordaniens et 5 policiers ont été tués. Le point dans ce commentaire. Une attaque contre des policiers a fait au moins 9 morts dans une touriste canadienne dans la capitale de Karak, dans le sud de la Jordanie. Plusieurs touristes pris au piège à l'intérieur du site ont été libérés. 9 personnes, dont une touriste canadienne, 3 civils jordaniens et des policiers ont été tués et au moins 29 blessés hier par des hommes armés qui sont attaqués à des patrouilleurs de police de Karak dans le sud de la Jordanie, selon une source de sécurité. La touriste canadienne visitait le château fort croisé de la ville lorsqu'un groupe de dizaines d'individus armés a fait éruption sur le lieu et trouve refuge derrière les remparts après avoir tiré sur plusieurs patrouilleurs et un poste de police dans un centre-ville, 20 000 habitants sur un plateau et 1000 mètres d'altitude. Plusieurs autres touristes pris au piège à l'intérieur du château ont été libérés après un assaut donné par les forces de l'ordre qui ont encerclé la forteresse plusieurs heures durant. Le Premier ministre jordanien Hani Al-Moulki a confirmé lors d'une réunion parlementaire qu'un certain nombre de membres des forces de sécurité avaient été tués et que les forces de l'ordre assiégeaient le château où se sont retranchés au moins 10 individus armés. La Jordanie est l'un des quelques pays arabes qui participent aux opérations aériennes de la coalition sous conduite américaine en lutte contre l'organisation de l'État islamique en Syrie. Nombre de Jordaniens, cependant, sont hostiles à l'engagement de leur pays, disent que cela entraîne la mort d'autres musulmans et que cela augmente les menaces en Jordanie. En Syrie, cette fois, des bus destinés aux évacuations ont été brûlés par des rebelles. Quelques 1500 Syriens de confession chiite devaient pouvoir quitter deux villes sous contrôle de la rébellion en échange d'une reprise des évacuations d'Alep, mais leur évacuation a été suspendue en raison du refus de certains groupes armés. L'Observatoire syrien des droits de l'homme, basé à Londres, accuse des groupes arabes, donc Ahrar al-Sham et Jabha al-Nusra, anciennement affiliés à Al-Qaïda, d'avoir mis le feu au bus. Ils ne veulent pas transiger avec le régime, même si cela met en danger les habitants d'Alep-Est. Malgré cet incident, la télévision d'État syrienne a annoncé hier après-midi que des bus transportant des combattants et leurs familles ont pu quitter le dernier quartier d'Alep-Est, tenu par les rebelles. Des dizaines de milliers de personnes seraient encore prises au piège. C'était le journal de la rédaction. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous, le Focus, dans quelques instants. C'est maintenant au Focus, avec nous sur ce plateau, Hussein Aoulet, qui va nous parler d'une crise de financement de la santé. C'est au Soudan que ça se passe. Effectivement, Fardou, c'est le financement des centres de santé dans les zones du Soudan affectées par les conflits devient préoccupant. Des dizaines de centres de santé soutenus par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, risquent ainsi de fermer à bref échéance du fait du tarissement de leur caisse. Ce sont ainsi plus d'1 million de personnes qui risquent d'être exposées à diverses épidémies au Darfour et dans les États de Nil Bleu et du Kordofan Sud. Les services de vaccination risquent d'être sérieusement affectés, alors que plus de 300 000 femmes en âge de procréer et enfants de moins de 5 ans risquent d'être privés des soins de santé. Les dépenses gouvernementales allouées à la santé sont encore inférieures aux recommandations de l'OMS. Les bureaux des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires et le financement des donateurs ne peuvent combler le gap. Les soins de santé adéquats sont problématiques dans les régions rurales qui ne disposent pas des personnels et d'installations qualifiés. Le Soudan a besoin de plus de 66 millions de dollars pour financer le secteur sanitaire d'après l'ONU. Cette année, le pays n'a reçu que 28 millions de dollars. Les secteurs sociaux font le frais de la crise économique que traverse actuellement le Soudan. Merci Hussein pour ces éclairages, merci à la régie, merci bien sûr à vous de nous avoir suivis et passez d'excellents après-midi.